si j'avais un conseil à donner à la population pour pas visiter un podiatre, c'est mesurez-vous les pieds. Moi, je peux te dire, j'ai des fractures de stress des fois, là. Les hommes, tu sais, mettons, je sais pas, moi, je suis bien là-dedans, ou bien, j'ai pris un botte à cap de mon chum l'autre jour, j'ai mal aux pieds. Ouais, ben là, t'es rendu en fracture de stress parce qu'elle était trop petite, mais la botte à cap, elle les tire pas, là. Sérieux, là, si madame, monsieur fait ça, puis prend les chaussures vraiment de la bonne grandeur, de la bonne largeur, écoute, vous avez beaucoup moins de chances de visiter un podiatre ou bien une infirmière en soins de pied. Bonjour tout le monde, bienvenue à Max Wellness. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Dr Olivier Parent, podiatre depuis maintenant presque 15 ans. Vous l'aurez deviné, on vous parle de podiatrie, mais également d'interdisciplinarité, de thérapie manuelle, de nos expériences cliniques respectives, quand aller consulter en podiatrie, quand référer pour les professionnels de la santé et plus encore. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. All right, écoute, salut Olivier. J'ai Dr Olivier Parent avec moi aujourd'hui, podiatre. Je suis super excité de t'avoir aujourd'hui avec moi pour qu'on puisse discuter vraiment de la podiatrie qui est... on étudiait ensemble, en fait, à l'UQTR. On s'est suivi de proche dans nos programmes aussi. Par contre, ce que je trouve pour le grand public, puis même les autres professionnels de la santé, des fois, il y a encore des zones, pas nécessairement mystérieuses, mais on ne connaît pas l'étendue complète de la profession en tant que telle. Donc, je trouvais que tu étais une super bonne personne pour venir discuter de ça avec moi aujourd'hui. Puis on s'est croisés également même dans des formations post-graduées, donc et on a traité des cas en co-gestion et tout, donc je suis super content là, qu'on puisse faire ça ensemble aujourd'hui. Si tu peux nous parler tout d'abord justement de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené vers, autant personnellement que professionnellement, vers la pratique que tu as aujourd'hui comme podiatre et même ton parcours académique qui t'a amené jusque-là? OK. Ben, en fait, moi, je te dirais que depuis que j'ai peut-être 5 à 10 ans, mes parents pourraient le dire, toujours voulu devenir médecin. Tout le temps. Puis quand je suis rentré à l'université, moi, j'étais en sport-études, allé jusqu'au cégep. Et puis, quand je suis arrivé justement à l'université, j'ai voulu rentrer en médecine. Il me manquait une bribe de notes. J'ai été faire biologie médicale. Et puis, à la fin de biologie médicale, j'ai appliqué en médecine. Mais en même temps, j'avais vu... c'est encore un mentor et un excellent collègue aujourd'hui, Michel Joubert. Il m'a dit, Michel m'a dit, écoute, Olivier, quand la personne rentre dans la salle chez nous, il ressort, il y a de quoi de proactif qui est fait. Puis quand j'ai vu un petit peu ce qu'il faisait, tout ça, j'ai fait, ouais, OK, je vais appliquer là-dessus. Puis finalement, entre médecine puis podiatre, j'ai choisi podiatre simplement, principalement à cause de lui, je te dirais. Alors, j'ai commencé à faire ma médecine podiatrique. C'était vrai en 2004, aller jusqu'à 2008. On a fait beaucoup d'études aussi à New York, vu qu'on était le premier groupe. On était vraiment dans la première cohorte de podiatre. Puis, c'est ça, on était avec les chiro en même temps dans plusieurs cours avec toi, hein, tu te souviens? Fait que, non, c'est ça. Après ça, j'ai gradué. Et puis, tout de suite en sortant, on m'a appelé pour enseigner à l'université un cours dont un prof, justement, il s'était passé quelque chose, je sais pas, il était parti. Alors, j'ai enseigné 5 ans, de 2009 à 2014. Entre-temps aussi, en 2012, j'ai fondé avec mes collègues l'Association des podiatres du Québec, dont j'ai présidé de 2012 à 2017. Puis après ça, moi, j'avais ma pratique depuis 2008. Et puis écoute, ça va faire 15 ans l'année prochaine. Wow. Justement, fait que c'est ça, fait qu'on travaille fort. Moi, ce que j'aime dans ma profession, c'est l'aspect effectivement proactif. C'est-à-dire, je fais pas juste du cadre médical, je fais beaucoup. Moi, je travaille beaucoup manuellement aussi, c'est-à-dire thérapie manuelle, etc. On fait pas, on fait des chirurgies, c'est pas juste une pratique d'orthèse. Souvent, le mythe que les gens vont dire à un podiatre, tu vas sortir de là avec un orthèse. On graphine un peu avec cette phrase-là. C'est pas vraiment le cas. Moi, c'est à peu près 15% de ma pratique, là. Donc, c'est vraiment pas un créneau, en tout cas pour ma part. Il y en a peut-être que c'est plus dans mes collègues. On pratique tout un peu de notre façon, un peu comme en chiro. Tu sais, chaque chiro a un peu son approche. Parce qu'en même temps, quand on apporte son approche, on apporte sa personnalité. Donc, voilà. Fait que j'apporte beaucoup de ma personnalité aussi au sein de ma pratique. Ah, je suis content d'entendre ça. Puis, j'adore. Puis c'est un petit peu ça que j'étais curieux aussi, tu sais, au sein de la profession chiropratique. Même s'il y a des grandes lignes, il y a quand même beaucoup de philosophies différentes, des expertises différentes. Il y a même la place à la globalité, qui est un peu le comment du pourquoi avec mon podcast et tout, de voir les interrelations des différents systèmes, ne serait-ce que biomécaniques, mais aussi sur tous les autres plans, qui peuvent venir affecter, en l'occurrence, la mécanique ou le pied. Puis c'est pour ça que j'étais curieux de voir, est-ce qu'il y a de la variété intérieure
caractère individuel. Justement, chacun peut mettre sa couleur, ou vu que, comme tu me disais, c'est beaucoup... dans la chirurgie, etc., ou dans les procédures un petit peu plus, j'ai le goût de dire, médicalisées, Ouais. est-ce qu'il y a place à cette couleur-là malgré tout? Ça doit avoir quand même la relation patient-docteur, donc une relation, donc j'imagine qu'on peut mettre sa touche. Ouais, mais tu sais, ça reste aussi en même temps, puis je pense que en chiro, c'est la même chose, tu me diras, Max, mais ça vient beaucoup au niveau des valeurs de la personne. Donc, dépendamment de qui tu vas aller rencontrer en professionnel, ben, à un moment donné, lui, il me rejoint plus que, mettons, tel autre, ou ce que, bon, peut-être une approche un peu plus, mettons, rigide, médicale, etc. Donc, il y a des gens qui vont se sentir en sécurité avec ça. Puis il y en a d'autres, ben, que ça va être beaucoup plus une pratique qui va être personnalisée en même temps. Donc, cette personnalisation-là amène une richesse en même temps, mais amène une façon de pratiquer, amène des créneaux, des spécialités. Il faut faire attention, nous autres, dans notre profession, parce qu'on ne peut pas se déclarer spécialiste en quelque chose. Ça, c'est important. Mais par contre, il y en a de mes collègues, mes bons amis, qui sont des chirurgiens, vraiment. Là. Dans le fond, ils vont faire des chirurgies du pied. Il n'y en a pas énormément. Comme par exemple, moi, je suis à Québec, il y en a peut-être en tout cas, 1 sur 2 peut-être, là, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais c'est ça, je pense que dans cette avenue-là, ça amène beaucoup de créneaux, plus que de spécialisation, je te dirais. OK. Puis pour les gens à la maison, puis même, je dirais, les autres professionnels de la santé, comment tu me décrirais la podiatrie? Qu'est-ce que ça fait concrètement et de long en large un podiatre? Ben, je vais te dire ça en une phrase. Qui va résumer tout. Ça traite toute affection touchant le pied. Cool. Qui ne sont pas des maladies du système. Donc, dans le fond, par exemple, si quelqu'un a quelque chose à un ongle, bon, ça c'est un exemple. Quelqu'un a une blessure, une tendinite. Tu sais, des problèmes circulatoires. En fait, on va pouvoir diagnostiquer le problème circulatoire, par exemple, ce qu'on appelle un édème du pied, là, un problème veineux, ben là, on va dire, OK, il y a un problème veineux, mais là, il faut référer à un médecin spécialiste. Okay. Donc, on sans nécessairement traiter, on est capable d'aller chercher une forme de diagnostic puis nécessairement d'aller rediriger la personne si c'est une maladie du système. Si par exemple quelqu'un a une neuropathie, sans absolument plus rien au niveau de ses pieds, puis un ulcère, ben, on va traiter l'ulcère. Mais c'est sûr et certain que si la personne ne sait pas qu'elle est diabétique, sait pas qu'elle est neuropathique, ben là, il va y avoir vraiment une lettre assez urgente sur le plan médical pour une prise en charge, parce que le diabète n'est pas une maladie du pied, c'est une maladie du système. Donc, c'est un peu ça. On est capable justement aussi de prescrire et d'attribuer une orthèse plantaire. C'est la seule portion où ce qu'on peut attribuer vraiment quelque chose de médical, c'est ce créneau-là. Il y a des petites affaires, des orthoplasties, des choses comme ça aussi qu'on peut faire. Donc, je te dirais qu'en général, ça touche ça. Donc, si quelqu'un a un problème au pied, le podiatre est capable de faire l'évaluation, de faire le diagnostic et de faire le traitement, si ce n'est pas une maladie du système. Mais si c'est une maladie du système, il a la capacité d'aller référer à la bonne personne. OK. Je trouve ça super intéressant. Vous avez c'est ça, des professionnels de la santé de première ligne. Puis je pense que même dans un rôle du système de la santé en général, je pense que ça peut aider à décharger beaucoup de choses. Puis c'est un peu ce que je constate même, comme vous dites, vous faites même les chirurgies associées à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui vont plus se concentrer là-dessus, comme tu disais, certains collègues, ou la plupart, vous faites toutes des chirurgies dans différents degrés? On fait toutes des chirurgies mineures. Okay. C'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas nécessairement une grande intervention avec une anesthésie plus complexe, des gros tourniquets. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple, tout ce qui touche à osseux, généralement, la majorité des podiatres ne touchent pas à ça. Il y a des podiatres qui sont des chirurgiens. Les podiatres qui sont chirurgiens, en passant, Max, c'est des gens qui ont continué leurs études aux États-Unis. Ils ont été faire à peu près 4 ans de résidence et de poursuite d'études. Donc, quand ils reviennent au Québec, ces gens-là, ben, c'est sûr et certain que si vous faites opérer pour un pied, ils ne font que des pieds en système hospitalier américain. OK. Pendant à peu près 4 ans. Donc, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Américains dans le monde, ce sont les plus avancés sur le plan podiatrique, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, le mot podiatre, Max, c'est exclusivement québécois. Il ne se retrouve pas en France, en Belgique ou ailleurs dans le monde. Le terme podiatrist se retrouve majoritairement, oui, aux États-Unis, mais ailleurs aussi en anglais, mais principalement aux États-Unis. Et au Québec, c'est vraiment considéré comme un québéquisme. Pourquoi? Parce que c'est calqué sur les États-Unis.
La différence, c'est qu'on n'a pas de système de résidence au Québec ni au Canada. Donc, dans le fond, c'est pour ça que les gens vont aux États-Unis, vont se surspécialiser là-dedans. Et la majorité vont venir au Canada, au Québec, pour pouvoir pratiquer justement des chirurgies. C'est une pratique qui devient de plus en plus populaire. Ce qu'il faut dire aussi, là, c'est qu'avec la pandémie, là, moi, en tout cas, de ce que je constate, je ne sais pas si mes collègues seraient d'accord, mais nos cliniques sont en train d'exploser au niveau vraiment de la clientèle parce que les médecins sont de plus en plus occupés. Le système de santé est congestionné. Mes collègues chirurgiens observent que parce qu'ils ont de la job. Parce que les orthopédistes au niveau des pieds, ben là, avec la pandémie, ils prennent du retard. Puis nécessairement, ben là, au lieu de prendre 3 ans pour avoir ta chirurgie en système de santé public, là, si ça prend 6 ans, la personne elle a vraiment besoin, ben, elle va dire, ben OK, je vais aller mettre, je sais pas moi, 3, 4, 5 000 $ en chirurgie pour justement faire en sorte que j'aille mieux là. Donc, c'est un peu la constatation là-dessus. Sur le plan chirurgical, il y a une grosse poussée présentement de la clientèle au Québec. Bon, de ce que je vois ici à Québec, je ne sais pas si c'est à Montréal, parce que majoritairement, il y en a un à Québec, il y en a, ils sont pratiquement tous à Montréal, mais je pense que c'est pas mal le cas. C'est des pratiques qui ont tendance à augmenter beaucoup dans les dernières années, surtout depuis la pandémie avec le système de santé là, qui a écopé un peu là-dessus. Exact, ça a bousculé beaucoup de choses au niveau dans le secteur même privé et je crois même de décharger le système public, mais je pense que ça a plein de bons côtés, ça a fait connaître plein de nouvelles approches, pas de nouvelles approches, d'approches qui étaient déjà présentes mais qui étaient moins bien connues. Puis je pense que maintenant le réflexe des gens peut être changé vers écoute, je me présente à l'urgence pour quelque chose qui pourrait t'aider de façon beaucoup plus souvent efficace, rapide par le fait même ailleurs, tu sais. Puis ça, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est un peu la même chose en chiro, Max? Ben oui. Oh oui, exactement. Assurément. Puis c'est un peu ça qu'on s'est rendu compte aussi, souvent depuis la pandémie, puis la surcharge, mais je dirais tout le stress associé, puis les changements d'habitude de vie associés potentiellement, souvent, adverses à la santé, mais souvent, mais ça l'amène des conséquences neuromusculo-squelettiques. Donc, clairement, le pied va en être affecté après ça. Bon, le bas du dos qui peut affecter le pied, etc., l'inflammation et compagnie. Fait que ça, c'est sûr que ça joue. Fait que ça l'a influencer chacune des pratiques dans le secteur un peu plus privé. Ça, c'est certain, on l'a vu dans nos pratiques. Je suis certain, comme tu dis, que vous l'avez remarqué aussi. Puis je suis justement, tu parles de thérapie manuelle. Je suis vraiment intéressé que justement, tu dis que est-ce que c'est commun chez les podiatres? Est-ce que c'est un gros chapitre de votre parcours académique ou tu as développé ça par intérêt personnel? Moi, personnellement, j'ai développé ça par intérêt personnel. Tu sais, les thérapies manuelles, comme par exemple les physios vont faire des mobilisations. Je travaille majoritairement et quasi exclusivement en mobilisation. Je fais pas de manipulation. Tu sais, pour le grand public, en tout cas, tu es le meilleur pour décrire la différence. Mais la manipulation, c'est un mouvement brusque. Donc, la personne perd le contrôle de son corps pendant une fraction de seconde pour faire un mouvement. Tandis qu'une mobilisation, c'est vraiment une tension articulaire qui va se faire dans le mouvement naturel. C'est-à-dire qu'on va pas dans les limites de l'amplitude de mouvement. Donc, ça a été un intérêt. Puis d'ailleurs, je parlais tantôt d'un de mes mentors, qui est Michel Joubert. Depuis le début, c'est un côté sportif que lui a, qui nous a beaucoup intéressés. Moi puis un de mes collègues, Marc-André Héroux, à Drummondville. Et à ce moment-là, on a comme développé nos créneaux là-dessus. Et puis, c'est vraiment pas tous les podiatres qui en font. À Québec, il y en a quelques-uns qui en font. Moi, j'ai développé ça, puis ça a changé ma pratique dans un sens. Tu sais, des fois, les gens arrivent avec vraiment des blocages, surtout au niveau de la subtalaire, là. C'est-à-dire c'est l'articulation qui est en dessous de la cheville, c'est pas l'articulation de la cheville. Il arrive des fois avec, en boitant ou avec une canne. Il arrive des fois avec des paquets d'orteils, ça marche pas, il y a quelque chose, puis c'est simplement le subtalaire qui est bloqué. Et donc là, on redonne le mouvement naturel, et puis hop, là, à ce moment-là, on arrive justement à faire en sorte que la personne se sente mieux. Et
pour vrai, moi, ça a changé ma pratique. Et là, présentement, on donne des petites formations ici et là à des podiatres qui sont intéressés à faire ça. D'ailleurs, on s'est tout vérifié avec l'ordre. La formation est accréditée avec l'ordre. Et donc, on essaye de partager ça. Puis c'est pas nécessairement pour un besoin de donner de la formation ou X, Y. Non, c'est vraiment pour dire, hey, regarde, c'est vraiment intéressant. Si tu trouves ça intéressant, tu nous en reparleras, puis on s'en reparlera, puis on est en train de développer justement ce créneau-là. C'est sûr que des fois, il y a des affaires que moi, je fais pas ça à longueur de journée. Je te dirais que c'est à peu près 20% de ma clientèle que j'en fais. C'est quand même pas mal, mais à un moment donné, quand on n'est plus capable ou quand on n'est pas capable, parce que la majorité du temps, il faut être conscient de nos limites. Donc là, à ce moment-là, j'ai des bons collègues en chiro ici qui sont capables d'aller faire bouger certaines articulations, surtout au niveau du médio-pied, des fois. C'est vraiment pas évident, c'est foutument bloqué, excuse-moi, mais dans ce temps-là, on réfère à des bons collègues chiro. Cool. Ah, ben, je trouve ça super intéressant. Puis justement, le volet d'interdisciplinarité qui devient intéressant aussi. Puis c'est pour ça que je trouve ça cool qu'on en parle ici aujourd'hui, parce que des fois, c'est pas toujours pour certains praticiens, c'est pas toujours nécessairement la cloche qui sonne, ou même que Ouais. le mythe là, de tout le monde qui va voir un podiatre, ressort avec des orthèses et tout. Je trouve ça bon que tu aies adressé ça, de dire que justement, c'est pas le cas, c'est pas ta réalité non plus en clinique. Le faible pourcentage que c'est, j'adore ça. Parce que c'est vrai que c'est une méconception commune là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais justement, quand est-ce, pour les praticiens qui nous écoutent, quand référer à, quand penser, là, les cas que tu vois souvent comme, s'il était passé par moi en premier, ça aurait probablement évité bien des frustrations ou du temps ou peu importe, des trucs non nécessaires. Quand référer à un podiatre? C'est une bonne question. Un top 3, là. OK. Ben, des situations, genre, un petit peu, Ouais, ou des conditions. Mm-hmm. Ben, écoute, moi, la première chose, admettons, je vais parler pour ta profession. Ouais. Moi, des fois, admettons, tu arrives dans une situation lombaire ou sacrale qui se règle pas, que ça tourne en rond. Tu regardes une jambe longue, jambe courte, même en adressant avec une talonnette, ça marche pas. On dirait que ça tient pas. La personne revient aux semaines ou aux 2 semaines et après 2-3 jours, ça retombe. Ça, c'est une condition de référence parce que souvent, on va voir que la jambe courte est pas réelle. Dans le sens que si, par exemple, on prenait une scanographie, donc une radiographie par rapport pour mesurer la longueur des os du membre inférieur, ben la scanographie pourrait arriver égale, even. Sauf que il y a un des 2 pieds qui est complètement, mettons, en pronation ou complètement en supination par rapport à l'autre. Donc là, tu vas avoir un changement au niveau du bassin. Et là, à ce moment-là, ça peut être une excellente cause de référence, mettons, chiro-podiatre, qui peut se faire. Un autre aussi, admettons, je vais dire à peu près toutes les professions, mettons que ce soit physio, chiro ou quoi que ce soit, un problème au niveau du pied qui vraiment ne se règle pas ou qu'il y a quelque chose que vous posez la question. Vous pouvez référer à un podiatre parce que le podiatre, non seulement il va aller chercher le diagnostic précis, mais on a aussi des instruments d'imagerie. Pas juste la radio, mais aussi l'échographie, par exemple, qu'on peut faire, puis d'aller vraiment cibler le diagnostic, puis de donner un plan de traitement, et en même temps, de renvoyer la balle à la personne qui a référé, si par exemple, il y a d'autres choses à toucher. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, il y avait justement une référence d'un chiro qui rentre pour un problème sur le côté extérieur du pied. Et donc là, je constate qu'il y a une tendinite défibulaire, c'est-à-dire principalement du court fibulaire. On a un cuboïde déplacé, mais on a une subtalaire déplacée. Donc, on retravaille tout ça. Et puis là, à ce moment-là, la personne revient puis elle dit, ouais, mais là, présentement, j'ai plus tant mal au pied, mais on dirait que ça me monte dans la jambe. Alors que je commence à regarder la tension musculaire, on s'aperçoit que toute la chaîne externe, c'est-à-dire que ça passe par les fibulaires, par la bandelette iliotibiale qui s'en va au grand fessier, qui s'en va au sacrum. Ben là, il y a quelque chose qui se passe là. Donc là, je dis, OK, c'est correct, on a réglé le pied, mais c'est-tu la poule ou l'œuf? Donc là, j'ai référé à nouveau au chiro pour qu'il travaille le bas du dos et donc vice-versa. La personne s'en est sortie en quelques rendez-vous, mais à un moment donné, il y a aussi un échange qui peut se faire à ce niveau-là. Oui. Puis le troisième, là, je vais donner podiatre chiro. Parce que moi, c'est ma situation quasiment numéro 1. OK, t'en as parlé tantôt. C'est un problème dans le pied qui vient du dos. Souvent, les gens vont avoir des raideurs ou des tensions en dessous du pied, puis souvent, on va avoir des diagnostics de fascite plantaire. Mais on arrive, on touche au nerf plantaire, puis on touche au court fléchisseur des orteils, et c'est rock and roll, là, c'est vraiment
ultra inflammé. Et là, à ce moment-là, on fait des tests, justement, à savoir, mettons le tibial postérieur pour L5, puis on s'aperçoit que la L5, L100 ou L4, L5, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et donc là, avant même de procéder là-dessus, moi, si je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui pourrait provenir du dos, moi, j'arrête tout, je réfère. Parce que, par exemple, quelqu'un qui ferait une orthèse plantaire à un patient comme ça pour une fascite plantaire, le pronostic n'est pas de 20%, il n'est pas de 0% de succès. Il peut même être négatif. C'est-à-dire que l'orthèse va aller appuyer sur les nerfs et puis, justement, tu vas avoir des névralgies conséquentes. Donc là, c'est important de au moins procéder à A avant d'aller à B ou à C. Même un strapage, mettons, tu ferais un taping pour cette personne-là, pourrait même avoir plus de douleur. Parce que tu vas aller comprimer les tissus en dessous, puis l'inflammation va rester justement jammée là pendant à peu près 3 à 5 jours. C'est pas l'idéal. Donc là, ça, c'est une condition de référence. Moi, c'est ma condition numéro 1. Moi, il y a des chiro ici à Québec, s'ils écoutent ton podcast, ils vont savoir, non, OK, c'est correct. Moi, je le sais, j'en ai pas mal de ça. Je comprends bien, puis je trouve ça super, justement, bien de mettre ça en lumière parce que c'est quelque chose qu'on voit fréquemment en clinique, puis dans les deux sens. Puis des fois, justement, même historiquement, ça m'a beaucoup aidé tôt dans le processus, d'aller ne serait-ce que d'éliminer la possibilité ou éliminer certains facteurs qui peuvent contribuer en référant au podiatre ou vice-versa au chiropraticien pour justement, c'est des experts dans leur domaine. Donc, en enlevant ça, non seulement c'est un win-win pour le patient et pour le résultat clinique, pour que ça aille le plus rapidement possible, mais aussi que ça traîne pas, puis que ça crée pas d'autres compensations, puis que là, qui nous amène dans un cercle vicieux de « Oh, ça devient un peu plus chronique. Oh, il y a des compensations qui sont rendues jusqu'au cou. » Puis dans le fond, le problématique partait du pied ou du dos ou des deux. Fait que je pense que le patient est gagnant dans tout ça lorsqu'on fait preuve justement de... Mais pour faire cette interdisciplinarité-là, il faut être conscient de justement que tel autre professionnel peut aller travailler là-dessus. Fait que je trouve ça intéressant qu'on Puis tu sais, en même temps, c'est de connaître sa limite. C'est de connaître la limite, puis c'est de savoir, de dire, écoute, je garderai pas ce patient-là ou je ferai pas des traitements onéreux ou quoi que ce soit parce que c'est pas pour lui, c'est pas pour nous qu'on pratique, c'est pour lui. Et donc là, à ce moment-là, tu sais, c'est important, puis la reconnaissance de la limite, puis de dire, OK, c'est correct, garde, je réfère le patient, puis des fois, le patient comprendra pas. Il va dire, non, le dos avec le pied, ça marche pas ensemble. Des fois, les gros points d'interrogation. Mais tu sais, il y a quelques tests que tu peux, mettons, justement, démontrer comme des tests musculaires, etc. Puis là, la personne arrive à comprendre. Quand les gens comprennent pas, des fois, je vais prendre juste une genre de débarbouillette, tu sais, plié en 8, je fais un moton, je mets ça au niveau de L5, je recommence mes tests. Si la personne, à un moment donné, la personne a fait comme, mais voyons, pourquoi c'est mieux? Ouais, ben, c'est ça. Si c'est mieux, c'est-à-dire que si la débarbouillette est en haut, il faut aller voir en haut. Tu sais, je m'en sers pas pour diagnostiquer, mais des fois, je vais m'en servir pour le démontrer aux patients quand ils ont des gros points d'interrogation. C'est pour amener aussi une relation de confiance, non seulement envers moi, mais envers le prochain clinicien qui va voir. Exact. Je pense que ça, tu touches sur quelque chose qui est tellement important, tellement crucial dans ce qu'on fait. Autant comme tu disais tantôt par rapport à notre couleur personnelle et tout, mais le volet de mettre en confiance le patient, puis je pense beaucoup que ça passe par même le processus de guérison, d'aider quelqu'un passe beaucoup par l'éducation. Si la personne ne comprend pas, déjà en partant sans juste consciemment ou inconsciemment, moins en confiance, ne sait pas trop ce qui se passe et ça crée un certain état potentiellement de détresse ou juste de pas savoir. C'est pas autant réconfortant que de savoir. Fait que un gros de notre travail est non seulement de leur montrer pourquoi on les réfère ou qu'est-ce qui se passe dans leur cas. Quand le patient ressort de notre bureau puis a compris, juste ça en soi, ça amorce un processus de guérison, on va dire ça comme ça. T'es pas en fight or flight comme « Ah non, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu grave? C'est pas grave? » Une grosse portion de ça, de rassurance. Puis c'est pour ça que, comme tu disais, il y a autant de praticiens qu'il y a de personnalités, qu'il y a de clients. Il y en a que ça les rassure plus d'avoir quelque chose d'un peu plus... médicalisés autres, puis juste ça fait la job. D'autres, faut qu'ils soient un peu plus rassurés sur certains points, il faut qu'on leur parle dans leur langage. Fait que puis après ça devient plus intéressant. Les patients comprennent pourquoi on fait cette interdisciplinarité-là, puis ça les met, c'est ça, en confiance essentiellement. Puis tu sais, aussi, l'autre affaire, tu touches un bon point, Max. L'autre affaire, je pense aussi, ça passe non seulement par la communication, la qualité de la communication que tu vas avoir avec le patient, mais en même temps, c'est juste le fait de référer, des fois, il y a des gens qui vont le prendre comme une démonstration que tu n'es pas en train de lui vendre quelque chose ou tu n'es pas en train de prêcher pour ta paroisse. Tu es là pour lui. Puis quand tu y expliques, tu prends juste le temps d'y expliquer.
À un moment donné, la personne va être automatiquement mise en confiance, puis il va dire, OK, c'est correct, il pense ça, il est peut-être dans le tort. Moi, je le dis, j'ai peut-être tort. Mhm. Mais il y a quelque chose là. Ah non, OK, c'est correct, j'ai parfaitement compris, parfait, on y va. Bon, ben quand le patient embarque, ton plan de traitement, non seulement il est commencé, mais aussi, il y a quelque chose qui déclenche, qui fait en sorte que ça pourrait encore mieux marcher. Mhm. Je trouve. Puis, vas-y. Vas-y. Non, c'est ça. Puis Hey. l'autre affaire que j'ai observée en même temps, c'est l'écoute qu'on peut avoir. L'écoute, moi, j'ai toujours dit que c'était la chose chez l'être humain qui était le plus altruiste. Parce que pour écouter quelqu'un, il faut absolument que tu arrêtes de penser à, justement, à toi-même ou à ce que tu as déjà vécu. Tu sais, si par exemple, on commence à parler XY d'un cas ou d'une discussion, tu vas peut-être penser, ah, mon père, il a déjà eu ça, à un moment donné, puis ton esprit part sans nécessairement que tu sois là à 100%. Mais ce côté-là, cette faculté-là d'écoute chez le patient, si tu prends pas le temps d'écouter le patient, avant d'expliquer c'est quoi, il y a quelque chose il va y avoir un clash entre les deux. Donc, à un moment donné, son écoute à lui sera pas là si ton écoute à toi sera pas là. 100%, puis tu sais, l'écoute en soi est thérapeutique, puis les gens, ils veulent d'abord et avant tout venir utiliser notre expertise, mais pour justement se rassurer, se faire mettre en confiance, qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans leur cas. Puis comme tu dis, quand on leur explique bien, ça fait toute la différence, même dans le processus thérapeutique, d'amorcer quelque chose d'un processus de guérison ou de les mettre encore plus stressés. Puis à partir de là, de comprendre que leur intérêt est mis de l'avant. Tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait mieux dans le meilleur délai possible et dans les meilleures circonstances possibles. Puis souvent, mais ça passe parce que des fois, c'est comme, il me réfère à quelqu'un, coudon, il veut-tu se débarrasser, ou coudon, il me réfère à un de ses chums pour ci, ça. Mais juste de comprendre le comment du pourquoi. Puis cette explication-là, par expérience, fait toute la différence. Puis les gens vont vraiment souvent nous remercier, faire comme, écoute, merci, j'apprécie, puis ils sentent vraiment qu'ils sont la priorité pour nous, en fait, pour qu'ils aillent le mieux le plus rapidement possible. Parce qu'on demeure quand même dans le privé, veut pas, tu sais, c'est des frais directement payés, etc. Fait que des fois, les gens peuvent toujours avoir ça dans le background. C'est comme, coudon, il veut-tu voir plus de visites et tout, mais quand déjà ils sont comme, écoutez, moi je leur dis, je veux que ça se règle le plus rapidement possible, en le moins de visites possible. Donc, je pense que ça serait super pertinent que vous alliez voir telle personne pour soit éliminer cette portion-là ou vous aider justement avec cette portion-là. Les gens, la plupart du temps, ils vont être comme, wow, merci, j'apprécie, tu sais. À un moment donné, ta réputation va te suivre, Max. Tu fais ça, puis à un moment donné, les gens vont en parler et dire, hey, lui, Max, il travaille pour toi. C'est ça, c'est une belle preuve, comme tu disais tantôt, de reconnaître ses limites. Puis ça, c'est d'avoir cette humilité-là. Les gens, ils le sentent. Puis je pense que c'est très important. Tout à fait. Entièrement d'accord avec toi. Puis est-ce que justement, tu me parlais des orthèses et tout, est-ce que je sais que le volet, bon, j'aimerais ça qu'on touche sur la différence entre les orthésistes et compagnie, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres mythes ou méconceptions par rapport à votre profession des fois? Je pense que le volet des orthèses là, peut en était un. C'est un point assez important parce que bien que l'orthèse, la première chose, c'est un outil de traitement. Hein. Donc, ça, c'est la première chose à comprendre. Et plus ça va, je pense, plus la mentalité s'en va vers cette option-là. De moins en moins, l'adage, quand tu vas chez le podiatre, tu ressors avec un orthèse, de moins en moins, je pense que ça devient le cas, parce que c'est de plus en plus connu. Ça, c'est la première chose. La différence, tu parlais avec l'orthésiste, c'est pas dire encore ça en une phrase, c'est que l'orthésiste, c'est un technicien qui est formé pour fabriquer un orthèse. Donc, il n'est pas formé pour évaluer, prescrire. Et il va l'attribuer, mais d'en faire le suivi aussi sur le plan médical, ça, c'en est c'est un autre point là-dessus. Donc, c'est vraiment un technicien. Tandis que le podiatre, ben là, tu fais ton doc en médecine podiatrique. Pareil comme un dentiste va faire son doc en médecine dentaire. Pareil comme un chiro va faire doctorat en chiropratique. Et quand tu sors de là, ben, tu as la faculté de diagnostiquer. Donc, t'as cette faculté-là, mais tu as aussi légalement le droit de le faire et d'établir des plans de traitement. Le podiatre a habilité à fabriquer l'orthèse. Il est habilité à la prescrire, à évaluer la personne et à l'attribuer et d'en faire le suivi. D'ailleurs, au niveau des assurances privées au Canada,
il y a 3 professionnels qui peuvent faire la prescription d'orthèse. De mémoire, là, j'en oublie peut-être un, mais il y a les médecins spécialistes, là, il y a le médecin et il y a le podiatre. Chiro, des fois, vont en faire aussi, certains chiro. Là, c'est ça que ça m'en revient. Mais ça se limite à ça. Le podiatre est le seul qui peut évaluer, prescrire, attribuer et suivre. Les autres vont généralement vont faire un de ces points-là. Comme le médecin va évaluer, va prescrire. Généralement, l'attribution et le suivi, ben là, oui, il peut en faire le suivi, mais tu sais, le patient va se promener entre l'orthésiste et le médecin. Très cool. Puis c'est ça, justement, il faudra valider, là, mais je suis pas mal certain que même au Québec, je crois même que c'est vraiment les podiatres, même les chiropraticiens et tout. Souvent, pour ma part, je vais référer justement en podiatrie pour ça. Je sais pas si quelqu'un pourra nous dans les commentaires ça, où on pourra faire la correction dans les show notes, mais dans le sens où je crois que si ça a un lien potentiellement avec le volet neuromusculo-squelettique ou le bas du dos ou autre, mais encore là, moi, pour ma part, je vais avec l'expertise de justement des autres professionnels, donc je vais faire de la co-gestion en podiatrie. Mais c'est une belle précision là, à apporter là-dessus. Puis je suis vraiment, c'est ça justement, si on avait à dire pour les gens en général, on a parlé un petit peu quand référer pour les autres professionnels et tout, mais pour la population en général, quand dirais-tu justement ou les go-to là, quand est-ce que c'est vraiment pensé à aller consulter un podiatre? Ben, écoute, c'est tout ce qui touche aux pieds. Là. Si, par exemple, vous avez des problèmes, des douleurs, ben vous appelez dans une clinique podiatrique. Généralement, vous devriez avoir le service requis. Il y a des choses, c'est sûr et certain que, je te donne un exemple. Mettons, vous venez d'avoir, quelqu'un vient d'avoir une fracture de la cheville, puis il appelle un podiatre. Le podiatre, tout de suite, la secrétaire va dire, vous allez à l'urgence. Là. OK, c'est ça. Parce que, tu sais, on s'entend. Dans les traumas majeurs, c'est sûr que nous, on est en clinique privée, donc on n'est pas équipé pour faire de l'opération sur place, etc. Donc, c'est vraiment d'aller en milieu hospitalier si vraiment vous avez des très, 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 très gros traumas. Mais par exemple, il y a quelque chose, il y a une douleur qui arrive au pied, puis ça fait à peu près 1 mois que vous avez ça, puis là, ça part pas, vous posez des questions, là, vous appelez. Peu importe ce qui touche au pied, si vous avez des questions, même des questions de prévention, vous posez des questions, etc. Le podiatre est évalué, il est habilité à évaluer puis à diagnostiquer. Puis généralement, hein, on va expliquer le problème, on va expliquer toutes les avenants, les possibilités qui peuvent arriver. Tu sais, souvent, moi, je vais avoir, mettons, des gens qui arrivent avec des oignons, donc des hallux valgus qui commencent. Là, ils se posent la question, Olivier, d'où c'est que ça vient? Ben là, on regarde, ça vient de là. Mais là, voici ce qui peut arriver. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans telle situation? La personne, souvent, elle sort avec rien en plan de traitement, autre que des conseils pratico-pratiques à la maison au départ, si c'est pas trop gros, par exemple. Ça fait pas mal. Mais la personne, elle sait où qu'elle s'en va. Puis elle sait après ça, quand est-ce me contacter, s'il y a justement un problème X, Y, Z qui peuvent arriver plus tard. Mais c'était justement dans mes questions un peu plus spécifiques, justement, l'hallux valgus. Dans quelle mesure, justement, là, puis est-ce que vous faites, tu me parlais du osseux tantôt et tout, est-ce que la chirurgie, quand on se rend à ce point-là, est-ce que c'est vous qui allez la faire ou les podiatres plus spécialisés dans le pied? C'est les podiatres en chirurgie. Okay. Parce que automatiquement, ce qui se passe, c'est que tu as une incision, tu as un tourniquet, c'est-à-dire que tu as un garrot au niveau de la cheville. Tu as une incision, tu as un drapage qui se fait complètement stérile dans tes salles. Il faut que tu sois équipé. Okay. Puis aussi, c'est d'être à l'aise à le faire. C'est d'être à l'aise, d'avoir de la pratique. Ça va sur le plan médical. Parce que tu connais-tu l'adage en anglais qui dit we can train a monkey to do a surgery? Tu connais ça? Non, donc, tu peux entraîner un singe à faire une chirurgie. Le problème, c'est toute la gestion de la chirurgie autour. Parce que la chirurgie elle-même, avec l'entraînement, ça peut être simple. Mais écoute, c'est là que les podiatres spécialisés rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'ils vont faire des études juste là-dessus pendant 4 ans à longueur de journée. Dans les milieux hospitaliers, dans les cliniques peut-être même privées ou surspécialisées aux États-Unis. Alors, c'est là que l'expertise arrive. Donc, c'est pour ça que quand on a un hallux valgus à opérer, moi, je réfère. Et d'ailleurs, l'opération, elle arrive dans quelle situation? Moi, souvent, je pose la question à la personne, est-ce que l'hallux valgus, que votre oignon pourrit votre quotidien à ce point que vous êtes rendu là? Parce que souvent, la personne qui est rendue à la chirurgie, psychologiquement, elle est rendue là.
C'est-à-dire que là, je suis tanné, je dors pas, j'ai de la misère, ça, j'ai tout essayé. Tu sais, j'ai déjà eu, moi, un entrepreneur, 44 ans, il voulait vendre son entreprise parce qu'il était plus capable de travailler. Il s'est fait opérer, il dit, oui, c'est raide, mais je travaille puis j'aime ma vie, tu sais. Fait que parce que il peut y avoir des raideurs après. Si vous avez aucun symptôme avant, souvent, on va graffiner un peu, même les chirurgiens vont graffiner avant d'opérer, vont dire, on n'est peut-être pas nécessairement dans la bonne situation. Je comprends. Ben puis tu sais c'est intéressant que tu parles de ça aussi parce que comme tu dis ça demeure une chirurgie puis même de mon expérience clinique personnelle et compagnie souvent même si on peut aider tout le corps au complet à mieux, tu sais, juste aller évaluer la musculature du pied, les articulations, etc. Souvent déjà avec des traitements plus conservateurs, on peut aider la personne à être mieux avec ses symptômes là-dessus. Si là une fois que tout ça a été essayé puis on demeure avec quelque chose qui nous gâche la vie, faut comprendre qu'il y a des risques-bénéfices à toute procédure, chirurgie et compagnie. Ben là, comme tu dis, si la personne est prête mentalement, ça peut être un bon temps. Ouais. Puis, j'étais curieux de voir justement si, justement, là, en termes de référence, ça va être plus à des podiatres qui vont faire spécialisé là-dedans. Mais c'est intéressant de savoir aussi que ça se fait justement par des podiatres qui ne font que ça. Moi, je trouve ça un gros plus-value pour les gens qui sont rendus là dans leur processus aussi. Puis, j'avais une autre question très spécifique pour toi là-dessus. Mais vas-y. Je peux amener une précision, Max? Ben oui. C'est qu'en fait, ils font pas que ça, mais majoritairement, ils vont faire ça. Puis l'autre chose aussi, je voulais dire, c'est quand j'ai dit « We can train a monkey to do a surgery », là, je veux pas dire que la chirurgie, c'est facile. Okay? C'est pas ça du tout. C'est un adage. Mais c'est juste pour dire qu'il y a, c'est toute la gestion autour qu'il faut avoir une formation que moi, j'ai pas. Assurément. Merci de la précision. Puis je pensais aux ruptures de tendons d'Achille, par exemple, partielles, complètes. Est-ce que la personne est mieux de se rendre chez un podiatre? OK, c'est bon. Non. En passant, une rupture du tendon d'Achille, Max, pas si t'en as déjà vu, mais la personne est bleu, blanc. C'est incroyable comme sensation. Dans le plan négatif, souvent ils s'en vont en chirurgie, ils vont s'en aller en hôpital. Puis c'est un cas de chirurgie. Souvent, quand il y a vraiment des ruptures, l'orthopédiste va rapidement le voir. Là. Fait que c'est un cas d'urgence. Puis les opérations, des fois, s'il faut opérer, il faut opérer vite parce qu'après ça, c'est tellement fort qu'en milieu hospitalier, des fois, ils sont 3 à 4 à tirer sur le muscle pour pouvoir l'attacher. Ben, c'est rock and roll. Là. OK, j'étais curieux. J'étais curieux parce que j'avais vu des ruptures partielles ou autres qui avaient été soit reçues plus rapidement de par la nature du privé pour une imagerie et une référence médicale et tout. Mais j'étais curieux justement, est-ce que le processus se faisait complètement en podiatrie ou pas? Donc, je comprends mieux. Il y a des micro blessures au tendon d'Achille, on est capable de gérer ça. Puis si vraiment il y a quelque chose, on réfère, mais des ruptures complètes qu'on entend, les joueurs de squash numéro 1. Ouais. C'est là. Puis des fois, ils tapent la balle, puis la balle est même pas rendue au mur, puis t'entends tac, là. Puis la personne c'est vraiment ça snap, là. Ça fait que c'est pas drôle. Pour en avoir vu quelques-uns, soit dans des événements sportifs ou même sur des vidéos YouTube où les jambes nous faiblissent. Le son est caractéristique. Il est vraiment, c'est un coup de gun quasiment. Ben, c'est pas autant, mais ça claque, là. Qu'est-ce que tu dirais, Olivier, que t'aimes le plus dans ta profession? Je vois que tu as justement une passion contagieuse, même que tu enseignes, comme tu dis, aux autres podiatres et tout. Non pas par désir de faire de l'enseignement, mais par désir de partage, de connaissances et de passion. Qu'est-ce que tu dirais qui est comme là où les choses que tu apprécies le plus dans ce que tu fais? Ben, moi, dans le fond, c'est ce que j'apprécie le plus, c'est que la personne arrive avec un problème. Et puis, la personne, elle sort avec de quoi de fait. Moi, la thérapie manuelle, ça a changé ma pratique. Puis c'est vraiment là-dessus que j'oriente ma pratique parce que, pour vrai, bien que c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'université, c'est quelque chose qui, pour moi, m'a fait apercevoir qu'il y avait beaucoup de problèmes qui naissaient de ça. Et moi, quand quelqu'un arrive puis qu'il raconte là qu'est-ce qui se passe, j'arrive, je sais déjà pas mal juste avec ce qu'il dit. Tu mets la main sur le pied, ça prend même pas une fraction de seconde. Tu dis OK, c'est correct, ça c'est bloqué, on va le débloquer. Puis on va voir comment ça va aller. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans ma profession, c'est le côté proactif. C'est ça que je disais tout à l'heure. Puis c'est le fait d'agir. Il y a un vieux vidéo qui disait en comédie, pas le temps de niaiser. J'étais un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que la personne elle rentre, puis c'est pas que j'aime pas les gens, mais je vais faire OK, bye. Tu sais, on règle le problème, OK, c'est fini. Claf. C'est ça que j'aime le plus dans ma profession.
Je comprends bien. L'efficacité. Puis tu sais, je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, la portion de la thérapie manuelle, parce qu'autant, comme tu dis, que des fois, ça t'a amené une dimension différente, comme on disait tantôt, des fois, comme on commence à valider différentes choses, on parlait avec l'exemple d'Alux Valgus, mais comment une panoplie de conditions, des fois, moi, en tant que chiropraticien, avec la thérapie manuelle, autant que des fois, justement, il y a des conditions qui se réglaient pas soit en chiro plus standard, puis en référent, en podiatrie, ça aidait, inversement aussi, mais je crois que les deux en ayant accès à ces outils-là, parce que la thérapie manuelle, justement, appliquée au pied autant qu'au niveau de la colonne vertébrale ou autre, est un super outil. Puis je pense qu'il gagne à être découvert encore plus, même si c'est pas partie de votre curriculum universitaire. Combien de conditions qui, des fois, étaient un peu récalcitrantes, même avec la cogestion en podiatrie, puis les patients m'arrivaient, puis on faisait juste évaluer avec nos mains et corriger essentiellement avec nos mains, soit différents muscles, soit différentes articulations. Puis on avait vraiment une belle amélioration d'une condition qui était rendue chronique et des fois les patients sans espoir. Tu sais. Fait que je trouve que ça amène une super dimension. Puis je trouve ça très beau et louable et je suis comme enthousiaste à cette idée-là que tu intègres cette passion-là pour la thérapie manuelle dans ta pratique de podiatre. Donc, très cool. Puis tu essaies de la transmettre aussi, comme tu dis, là, par des petits cours. Fait que je trouve que c'est très cool, même si ça peut amener justement à ouvrir les horizons à certains autres de tes collègues et même des miens. Je trouve qu'on a gagné notre objectif de l'entrevue d'aujourd'hui. Puis tu sais, une autre chose aussi, ce que tu dis, c'est intéressant, mais l'autre chose aussi, que quand on donne des cours, moi que mon collègue Marc-André, sur la thérapie manuelle, c'est pas juste que le podiatre le fasse. C'est qu'il soit conscient qu'il peut avoir des conditions, qu'il peut avoir des blocages. Il peut avoir des techniques de base pour pouvoir mobiliser, mais s'il n'est pas capable de référer, est un traitement dans le cas d'un certain patient. Puis tu sais, là, ils réfèrent à des chiros, ils vont référer. Il y a des physios qui sont spécialisés, les autres, ça doit prendre une certification pour faire des thérapies manuelles. Donc, c'est un peu ça, c'est de savoir quand est-ce référer, c'est de mettre à alerte le professionnel, de dire, écoute, ça peut arriver, voici le cursus global des symptômes que vous allez voir chez le patient. Donc, c'est un peu ça aussi, l'objectif. Puis moi aussi, ça va arriver, je vais référer. Là, il y a des affaires, médio-pied, des fois, il est tellement bloqué qu'à un moment donné, là, je sortirai pas mon marteau puis ma pelle pour pouvoir le replacer. Là. Je vais référer, là, ça c'est sûr. Puis des fois aussi, je veux pas me blesser. S'il y a des manœuvres que je suis pas habitué, etc., je vais me blesser comme à un moment donné, là, j'ai eu mal dans une main, j'ai fait, OK, j'ai probablement trop forcé, j'ai mal travaillé. La prochaine fois, dans telle situation, je vais référer. Il a fallu que j'aille voir un chiro pour ma main. J'aime ce message justement d'interdisciplinarité, de reconnaître aussi ses limites, mais de savoir qu'est-ce qui peut être fait, justement par les différents professionnels, puis comment on peut mieux travailler ensemble, puis qu'en bout de ligne, le gagnant, c'est le patient. Puis c'est sa condition. Puis si tu avais, justement, en conclusion, je dirais vraiment si tu avais une chose que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre entrevue d'aujourd'hui, ce serait quoi? Une chose, c'est que je pense que maintenant, on en sait un peu plus sur la profession de podiatre. On sait aussi qu'il y a une interdisciplinarité qui existe aussi entre les différents professionnels. Puis en même temps, il existe aussi que les professionnels de la santé, surtout privés, puis c'est pas, je pense pas que la population pense tous ça, mais ce sont pas des gens qui sont là pour faire leur vie et d'avoir un salaire. C'est des gens qui sont là, il y en a énormément qui sont là pour les gens, pour vous, pour la population. Puis ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que on est là pour eux et on agit en ce sens. Je pense que ce qui est important, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais une des plus grandes qualités d'un clinicien, particulièrement en médecine privée, dans nos années, c'est que nos valeurs et notre service sont orientés vers le patient. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, je pense, est essentiel. Si j'avais un conseil à donner à la population pour pas visiter un podiatre, c'est mesurez-vous les pieds. C'est pas des jokes. Hey Max, ça fait combien de temps que tu t'es fait mesurer les pieds juste par curiosité? Eh boy, tu sais, quand j'ai essayé une paire de souliers puis que j'avais 12 ans, tu sais, faut voir. Mais t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Ça, là, sérieux, là, si madame, monsieur fait ça,
Fais mesurer ses pieds, puis prends les chaussures vraiment de la bonne grandeur, de la bonne largeur. Écoute, vous avez beaucoup moins de chances de visiter un podiatre ou bien une infirmière en soins de pied. Wow! J'aime ça. Puis j'ai vu une de tes capsules d'ailleurs sur justement pour les bottes de travail et tout. Puis justement, tu disais à quel point ça peut faire un monde de différence entre j'ai plein de problèmes ou pas. Juste la mesure, entre autres, de prendre la bonne pointure. C'est clair, dans une botte à cap. Et moi, je peux te dire, j'ai des fractures de stress des fois, là. Les hommes, ça mettons, je sais pas, moi, je suis bien là-dedans, ou bien, j'ai pris la botte à cap de mon chum l'autre jour, j'ai mal aux pieds. Ouais, ben là, t'es rendu en fracture de stress parce qu'elle était trop petite, mais la botte à cap, elle les tire pas, là. Fait que, ouais, il y en a, oui, c'est le conseil numéro 1. Écoute, j'adore. Merci de partager toutes ces belles perles cliniques-là, puis autant toute cette sagesse-là, cette expertise clinique-là à tous, aux auditeurs. J'apprécie beaucoup. En conclusion, si les gens, justement, veulent te rejoindre, est-ce que tu as un site web, une adresse? Oui. Comment les gens font pour te rejoindre? Ben, le plus simple, c'est podiatreolivierparent.com. Cool. Aussi simple que ça. Moi, je suis à Québec, sur Jules Verne. Donc, il y a une place pour le numéro de téléphone aussi pour avoir une demande de rendez-vous. Cool. Ça nous envoie un courriel, puis là, ben, on répond. Rendez-vous. Parfait. Écoute, est-ce que tu es sur les médias sociaux un petit peu, plus vraiment via ton site web? On a une page Facebook. On a une page Facebook. De toute façon, sur le site web, vous avez le lien par la page Facebook. Cool. Tu sais, Instagram, bon là, c'est souvent des liens avec le Facebook. Là. Je vais pouvoir te mettre ça dans les show notes anyway pour que ce soit plus clair pour les gens et tout, là, qui puissent te rejoindre et la clinique si jamais ils ont besoin ou ils veulent plus d'informations, même les collègues professionnels qui veulent faire de l'interdisciplinarité, même des podiatres qui sont intéressés parce que ce que tu dis, la thérapie manuelle et tout, là, je trouve ça merveilleux. Donc, merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui, Olivier. C'était une super discussion. Puis, écoute, au plaisir potentiellement exactement de répéter l'expérience. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Yes. Salut, Max.